tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire Get Ready. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Donc comment ça va se passer? Avant de rentrer dans le vif du sujet et puis de donner la parole à Bertrand, qui est notre expert du jour sur la thématique, je vais juste me présenter rapidement et puis vous présenter en quelques mots aussi qui constitue Get Ready, qu'est-ce que Get Ready. Et puis on fera un petit tour aussi pour que vous puissiez vous présenter et nous partager les raisons de votre présence et de votre motivation. Donc je m'appelle Marine, moi ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille dans le domaine de l'humanitaire. Donc j'ai commencé directement après mes études, j'ai fait des études en fac, en relations internationales et en gestion de projets humanitaires. Au fur et à mesure, j'ai fait des stages, etc., qui m'ont permis de rentrer dans différentes ONG. Donc j'ai travaillé dans plusieurs ONG françaises et anglo-saxonnes. Donc ONG, organisation non gouvernementale, au format associatif, mais vraiment avec cet aspect solidarité internationale. Donc je me suis spécialisée dans un service support, donc c'est-à-dire que je ne faisais pas de l'aide directement aux personnes sur le terrain, mais mon travail consistait et consiste toujours à accompagner les personnes qui partent. Donc c'est-à-dire que les salariés par exemple ou les volontaires qui sont envoyés sur le terrain passent par mon service, mes services, à savoir la sécurité et la sûreté, pour apprendre un petit peu à comprendre quels risques ils peuvent rencontrer et comment gérer et minimiser ces risques sur le terrain au niveau individuel et puis au niveau aussi de l'organisation. Donc ça, c'est ma casquette humanitaire, à savoir que j'ai un petit peu vadrouillé grâce à ce métier-là. J'ai aussi une composante formation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, j'ai développé cet aspect développement, on va dire, et renforcement des capacités. Je préfère dire renforcement d'ailleurs. Renforcement des capacités, où je transmets des outils aux personnes, donc souvent des personnels locaux, pour justement qu'ils puissent s'approprier ces thématiques et développer eux-mêmes les procédures qui leur conviennent. Donc voilà, ça c'est pour ma casquette humanitaire. Ça fait 3 ans que je ne suis plus salariée d'ONG. Ça fait 3 ans que je suis à mon compte, que je suis employée par différentes organisations, différentes associations ou ONG, en fonction de leurs besoins vraiment ponctuellement. Des projets qui peuvent durer 2 ans, comme des projets qui peuvent durer 3 semaines. Ensuite, pour la partie Get Ready, c'est finalement très lié puisque c'est comme ça qu'est né Get Ready. Donc, Get Ready est né il y a un petit peu plus de 2 ans. Get Ready, en fait, c'est la boîte à outils, si vous voulez, des voyageurs un peu aventuriers. À savoir que c'est un vivier où se regroupent aujourd'hui une petite dizaine d'experts. Donc, on est tous des professionnels de l'international, on a tous des profils très variés et on est toujours des professionnels dans nos secteurs d'activité premiers. Sauf que ce qu'on propose, ce sont des rencontres. Donc on se rencontre nous et on vous rencontre vous en fait, pour vous transmettre les connaissances et les compétences qu'on a pu acquérir. Donc Get Ready, c'est à la fois des webinaires comme celui-ci, mais aussi des événements en face à face avec des stages. Donc il y a par exemple l'auberge Get Ready qui est un stage de 2 jours. On va avoir des journées thématiques. Par exemple, moi je suis aussi formatrice premier secours, donc on s'associe avec un autre formateur et on fait des journées premier secours en voyage. Donc voilà, on va avoir plein de services en fait en fonction des besoins des voyageurs. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de Get Ready et puis je vais passer la parole à Bertrand. Donc Bertrand, c'est notre expert du jour et puis vous allez voir qu'il a un parcours qui est très intéressant puisqu'il a navigué justement dans le domaine du bénévolat, du volontariat international, qu'il a fait un petit passage par l'humanitaire professionnel avant de se réorienter un petit peu aujourd'hui et d'éclairer de ses lanternes étudiants, en l'occurrence. Bertrand, je te laisse la parole. Merci. Bonjour, et donc moi c'est Bertrand Groussard. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans à peu près en tant que bénévole pour une petite association qui s'appelait Mission Humanitaire et qui organisait des missions médicales à l'étranger, au Cambodge, au Bénin, en Inde, à Madagascar. En fait, j'ai gravi les échelons au sein de cette ONG, toujours en tant que bénévole, où j'ai fini par encadrer des groupes de bénévoles qui partaient en mission, qui payaient pour financer la mission. Et sur cette base-là, on allait faire des camps médicaux dans différents pays, donc Madagascar, en Inde, au Bénin, au Cambodge, etc. Voilà. Donc ça, c'était mon expérience à moi. Et en fait, en parallèle de ça, je me suis formé justement à l'Institut Bioforce à Vénissieux sur la partie logistique humanitaire.
Et donc là, j'ai un peu plus découvert ce qu'était vraiment le monde de l'humanitaire, ce que c'était que l'humanitaire professionnel, sachant que je suis passé par différents statuts entre-temps. Je suis passé par notamment le statut de stagiaire. J'ai moi-même encadré des stagiaires à l'international. Et voilà. Et donc, après avoir fait un petit peu ce tour d'horizon, moi, mes motivations personnelles, et justement, on en parlera juste après, ont évolué. J'ai renoncé à devenir salarié, ou en tout cas professionnel de l'humanitaire. J'ai préféré m'investir en France, où j'ai continué à voyager, notamment avec des voyages vélo. J'attends le webinaire sur le vélo avec impatience. Et où je continue à garder un lien en fait avec ce côté solidarité internationale. Moi, je donne aujourd'hui des formations de préparation au départ dans une école de commerce pour des étudiants qui vont justement partir en stage, et stage plutôt orienté solidarité internationale justement à l'étranger. Et j'ai également créé un podcast récemment où j'interviewe différents humanitaires qui reviennent du terrain, qui présentent un petit peu leurs différents parcours, histoire de montrer un peu les différents panels et les différents profils de personnes qui existent dans ce secteur-là. Et j'ai notamment interviewé Marine récemment sur la gestion de la sécurité dans l'humanitaire. Alors, donc on en parlait juste avant. En fait, finalement, quand on veut partir, quand on veut s'investir, quand on veut partir en voyage, souvent la démarche, c'est de se dire je veux voyager, mais je veux un petit peu trouver du sens à ce voyage-là, sachant qu'il y a des millions de façons de partager, de voyager, de partager ses expériences aussi. Et finalement, la recherche de sens, ça va être la pierre angulaire de ce que vous allez donner comme orientation ensuite à votre voyage. C'est ce qui va décider notamment de si vous allez justement vouloir partir, vous investir dans l'humanitaire ou simplement faire du tourisme, parce qu'au final, c'est ça que vous recherchez. Et l'important, c'est de bien réussir à identifier aussi ses propres motivations pour pouvoir choisir le voyage qui va nous convenir. Parce que la désillusion en voyage, malheureusement, ça peut être un facteur assez négatif, et notamment avec le choc culturel et le choc de retour dont on pourra parler éventuellement après. Mais ça peut être un effet démultiplicateur si en plus on a la désillusion parce qu'on n'a pas rencontré ce qu'on attendait au départ. À mon sens, le voyage est une des manières de trouver du sens, en fait. C'est souvent ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'on cherche du sens. Et en fait, ce sens, on pourrait s'engager de manière solidaire en France. Il y a de quoi faire, largement. Mais on a cette envie d'aller voir ailleurs aussi. Et du coup, souvent, ce couple, cette motivation du voyage, du déplacement, de découvrir d'autres cultures et puis cette envie de s'engager et d'apporter sa pierre à une cause plus large. Alors, du coup, je suis tombée dessus par hasard, moi, sur Facebook, sur le webinaire, parce que justement, je vais partir à l'étranger à la fin, mi-avril, normalement. Et je pars vraiment en sac à dos, mais sans itinéraire particulier, juste, je n'ai pas envie de dire tour du monde parce que j'ai pas non plus de circuit, enfin d'itinéraire du coup. Et en fait, je me suis dit que dans tout ça, ce serait bien d'alterner justement des moments où je me repose tourisme pur et des moments où je suis un peu plus ancrée au niveau local, typiquement dans des associations pour aider. Moi, je pensais plus du coup animaux et sur la partie éducation. Et après, je me suis dit, mais en fait, j'y connais rien, je suis pas véto, je suis pas aide-soignante, je suis pas dans l'éducation. Alors du coup, j'ai pas non plus envie de rentrer dans un truc où en fait c'est du tourisme caché et puis au fait ne pas se faire avoir et puis surtout, enfin oui, faire quelque chose qui va vraiment apporter quelque chose, quoi. Donc je suis un peu perdue et en même temps, voilà, c'est plus comme ça que je suis arrivée là. Mais j'ai pas d'idée précise en tête. Ok, mais du coup, c'est pour intégrer des moments entre guillemets où tu vas apporter quelque chose dans un voyage qui est déjà existant. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais le voyage, justement, il n'est pas bien câblé. C'est juste que je voulais, par exemple, je sais pas, je vais dire en Thaïlande, le truc classique, c'est on voit pour les éléphants. Mais justement, c'est vraiment un pays où il y a peut-être quelques associations qui vont vraiment faire en sorte que on va plus les traiter, etc., les exploiter. Mais il y a aussi, en effet, quelques structures qui jouent là-dessus. Et en fait, c'est du tourisme caché. Ouais. Ok, merci beaucoup.
On va essayer de t'apporter des éléments de réponse. Moi, j'ai jamais fait d'éco-volontariat, enfin, ce qui s'appelle souvent l'éco-volontariat, du coup, avec des animaux. Je sais pas si Bertrand l'a fait, mais par contre, moi, il pourra t'amener des éléments de réponse. Si c'est pas là, dans l'immédiat, je te donnerai des éléments après, sans aucun problème. Ok, merci. Sachant qu'il y avait aussi l'autre partie qui m'intéressait beaucoup, c'était justement sur l'éducation et Oui, avec les enfants éventuellement. ouais, et ça, moi, j'ai un peu plus d'éléments directement, donc il n'y a pas de problème. Alors bah, je vais essayer de résumer. C'est vrai que moi, bah, là-bas, j'ai plus, voilà, j'ai fait des études plus dans l'art du spectacle, mais quand même avec une dimension internationale. J'ai réussi à faire un master qui mélangeait médiation culturelle et communication internationale. Parce que déjà, j'ai commencé par faire ma 3e année de licence en Erasmus en Italie, et du coup, après, j'avais trouvé le moyen de continuer, mais en revoyageant. Mm. Après ça, je suis que je n'étais pas faite pour aller dans les bureaux. J'ai fait une école de théâtre. Je suis devenue comédienne. Et en même temps que je galérais à essayer de vivre du métier de comédienne, j'ai commencé à vraiment plus voyager, dans le sens en mode sac à dos, pas préparé, etc. Et petit à petit, l'un dans l'autre, bah, je me suis rendu compte que artistiquement, je voulais me challenger, vraiment aller rencontrer les autres cultures et écrire, parce que j'écris. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivée au niveau du voyage, que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais besoin de ça aussi, d'aller voir ailleurs pour écrire, parce que finalement, sans être sortie de chez soi, qu'est-ce qu'on a à raconter avec des gros guillemets. Et c'est comme ça que voilà, je me suis mise à plus voyager, dont notamment j'ai été vivre 2 mois et demi au Liban, c'était ça fera 2 ans à l'automne dernier. Et là, récemment, j'ai laissé tomber l'idée de gagner ma vie en tant que comédienne parce que c'est l'enfer. Et j'ai pris le premier travail parce que j'avais plus d'allocation chômage. J'ai pris le premier travail que je trouvais en CDI posé à Lyon, qui confirme que je ne suis pas faite pour ça, que j'ai besoin de bouger. Donc, et là, je suis un peu en train de chercher qu'est-ce que je pourrais faire vu que l'activité artistique ne me permet pas d'être rémunérée, de travailler. Qu'est-ce que je pourrais faire comme activité rémunérée qui pourrait me permettre, voilà, en bougeant, sachant que j'ai toujours été un peu entre le théâtre attirée par les choses un peu entre le théâtre et le social. J'ai fait des choses déjà, théâtre un peu engagé, etc. En gros. Donc c'est un peu flou dans ma tête. Et donc, on recherche un peu de projets professionnels qui pourraient te permettre de répondre à des attentes aussi, des envies de créativité, des envies de mouvement et avec certaines compétences vraiment très spécifiques pour le coup. Bah, en gros, c'est ça. C'est un peu l'idée d'essayer de trouver quelque chose pour changer, quelque chose qui puisse être rémunéré tout en étant quand même ce côté où moi j'ai besoin de. Je sais que j'ai besoin de changement, de bouger, voilà, de rencontrer, voilà, de me challenger, d'aller rencontrer l'autre, etc. Moi, je suis Laura, j'ai 37 ans, je suis assistante de direction dans une boîte qui fait de la promotion immobilière. Moi, j'ai toujours aimé voyager, bien sûr. Après, je n'ai jamais fait de voyage long, mais c'est un projet, faire voyage sac à dos, en tout cas. Alors, pas sur une année sabbatique ou quoi, mais en tout cas, voilà, sur plusieurs semaines. La quête de sens, en fait, c'est pas forcément. Alors, c'est bien sûr découvrir un nouveau pays, me confronter à d'autres façons de vivre, mais j'irai plus loin. Parce que du coup, j'ai aussi cherché de mon côté à savoir quelles étaient les raisons et ce que je pouvais trouver dans le voyage en plus en plus. Alors, je suis photographe amateur et en fait, au-delà de ça, j'aimerais rencontrer des locaux, vraiment vivre une expérience en fait. Pas seulement l'aventure voyage, mais vivre une expérience à proprement parler du voyage, aller à la rencontre vraiment des gens et comment je peux, moi, alors non pas interférer, mais contribuer avec qui je suis et ce que je peux apporter, en tout cas, dans ce voyage, dans cette expérience, en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas à travers la photo, pourquoi pas voilà, essayer de donner un peu de moi et de donner un peu d'eux. Et
créer quelque chose autour de ce lien-là. Mais je ne sais pas encore comment le faire. J'ai pris des renseignements auprès de volontariat, bénévolat, etc. Mais bon, c'est payant. Voilà, donc je suis quand même allée à la rencontre de ces gens-là par email, etc. Mais j'avoue, je suis un petit peu perdue entre là où aller, comment aller, parce qu'il y a un petit peu à boire et à manger, j'avoue, aussi. Donc, voilà. J'ai pas envie de me planter non plus parce que bah, c'est pour les gens, les locaux que je veux le faire. Donc, je veux pas me perdre non plus là-dedans et je veux que mon action soit bonne. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Si, non, mais bien sûr, enfin, il n'y a pas de bonne et de mauvaise. Voilà, de bonnes et de mauvaises réponses, mais voilà, en tout cas. Non, mais c'est intéressant parce que j'étais en train de réfléchir et je me disais que vous aviez toutes en fait des motivations différentes, des cadres de voyage différents. Et je pense que, enfin, je souriais parce que Bertrand a construit un tableau pour guider un peu justement dans l'identification des choix, etc. Et je trouve que ça va bien. Ça va répondre, je pense, à certaines de vos questions. Mais ce qui est chouette, c'est que vous avez, enfin moi ce que je trouve très bien dans la manière dont vous formulez les choses, mais c'est un jugement personnel, mais c'est que vous êtes assez lucide avec, par rapport à vos attentes en fait. Des fois, quand on aborde ces sujets-là, on a des réponses un peu toutes faites du type, ben moi je veux aller aider les enfants, je veux aller aider les, enfin voilà, c'est un peu, ça sonne un petit peu des fois simplifié. Et vous êtes déjà assez lucide sur vos motivations, donc ça je trouve ça cool. Ça permet de, voilà, d'aller vraiment dans le cœur du sujet, donc ça c'est cool. Et alors moi, excuse-moi, j'avais juste une petite question parce que pour aller que le webinaire soit un peu plus interactif et aussi plus efficace, vu que vous êtes 3 et qu'on peut un peu se permettre de personnaliser. Moi, c'est juste une question pour Gaëlle. En fait, quelles sont tes attentes là par rapport au webinaire? Quelles sont les questions auxquelles tu aimerais qu'on réponde? Bah là, moi, du coup, si je me pose la question, ouais, c'est parce qu'après, c'est vu que j'ai fait pas mal de choses différentes, je me suis posé la question de me dire que travailler dans l'humanitaire pourrait être une solution pour moi un peu de quelque chose dans lequel je pourrais m'épanouir en termes de travail. Et du coup, mais c'est un monde que, voilà, moi j'ai fait du bénévolat entre guillemets, mais c'est un monde que je connais pas très bien, ni les voies d'accès, ni comment, enfin, j'ai pas du tout fait d'études là-dedans. Donc c'est plus essayer un peu en mode exploration, d'ouvrir une porte et voir ce que ça peut, voilà. Ok. C'est plus clair pour moi, merci. Est-ce que, avant de passer à la suite, vous avez envie de rebondir sur voilà, des questions que vous aimeriez, auxquelles vous aimeriez qu'on réponde là dans les minutes qui suivent? Moi, je viens de penser à un truc, mais je pense que c'est dans vos planches. C'était justement de bien faire la différence entre humanitaire, bénévolat, volontariat, parce qu'on a tendance à utiliser le même mot, mais c'est vrai que derrière, ça n'a rien à voir. Donc, même pour moi, pour être sûr. Eh ben, parfait. Parfait. C'est prévu. Et c'est prévu. Parfait. Alors, justement, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de vos parcours et de vos aspirations, on va juste se permettre quelques petits points terminologiques. Déjà, la définition de ce qu'on appelle humanitaire, de ce qu'on peut définir comme étant une action humanitaire, et par rapport à ce qu'on appelle des actions de développement. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mais grosso modo, on va parler d'actions humanitaires plus dans un cadre en général d'urgence, c'est-à-dire on va répondre à une crise, on parle aussi souvent de crise humanitaire. Ça va être une catastrophe naturelle, un tsunami, on va devoir envoyer des équipes en urgence, ça va être un conflit armé qui nécessite l'intervention d'organismes de secours, ça va être voilà, une crise migratoire, ça peut générer une urgence. Le développement, cette notion-là, elle est un tout petit peu différente. On va être sur un autre temps dans le programme qui va être mis en place. Ce sera un programme en général un peu plus long qui aura, on va dire globalement, pour vocation plus de devoir empêcher
que des crises arrivent et d'aider à renforcer les capacités de certaines régions, voire de certains pays. Donc, on ne va pas retrouver non plus les mêmes profils dans ces types d'actions-là. Voilà. Si vous êtes plus attiré par ce qui va être un peu de l'urgence et de l'action, il faudra plus vous intéresser à ce qui s'appelle, entre guillemets, à l'action humanitaire. Si vous êtes plutôt convaincu par des projets de long cours qui se construisent dans le temps en lien avec les populations locales, ça va peut-être être plus sur du développement qu'il faudra un petit peu regarder. Ensuite, les structures qui accueillent ce type de programme, il y en a différents types. On va parler d'organisations non gouvernementales, des ONG, c'est un terme que vous connaissez normalement, pour des différentes structures. En France, ça peut être entre autres des associations, loi 1901, mais dans d'autres pays, ça peut être d'autres formes juridiques. Et donc, en fait, on parle d'organisations non gouvernementales dès lors que c'est un projet ou une mission qui est menée en dehors des frontières, qui n'a pas de lien particulier avec les gouvernements. Néanmoins, ça n'empêche pas que ces ONG reçoivent quand même de l'aide financière de la part de certains États ou groupements d'États comme l'Union européenne, par exemple. Ensuite, les associations de solidarité, donc c'est ce qu'on va trouver en France. C'est un statut très spécifique, c'est un statut également dans d'autres pays. Voilà, par exemple, vous pouvez très bien être amené à aller, lors de vos voyages, travailler pour une association, je ne sais pas, mettons, sénégalaise, et qui n'agira que sur le territoire sénégalais et qui n'aura pas la revendication d'être une organisation non gouvernementale. Voilà un petit peu pour les terminologies. On arrive à la fameuse slide Stéphanie. Donc, salariat, volontariat, bénévolat. Très concrètement, salariat, c'est je suis embauché, j'ai un contrat de travail avec une organisation, donc soit une organisation non gouvernementale, soit une association, voire j'imagine des fois ça peut exister aussi avec des entreprises, et je perçois un salaire et je suis défrayé de tous mes déplacements pour la mission que je fais. On y reviendra un peu plus tard, mais en général, on va bénéficier de ce statut-là dès lors qu'on a des compétences à proposer qui sont très concrètes, des vraies compétences à ces organisations-là. Et souvent, il y a des formations spécifiques qui permettent d'obtenir ce statut-là. Soit parce que vous avez déjà des compétences, par exemple être assistant de direction, ça donne d'office des compétences qui sont transposables dans le milieu de l'humanitaire. Et parfois, il y a juste une validation d'acquis et d'expérience à faire ou une petite formation complémentaire pour l'adapter à ce milieu-là. Le volontariat, c'est souvent une étape qui est considérée un petit peu dans l'humanitaire comme l'étape obligée avant d'acquérir ce statut de salariat, mais pas que. C'est aussi un statut qu'on peut avoir de façon générale à tout âge de la vie. Alors, il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en place, notamment pour les jeunes, et pour ça, je vous invite à regarder le webinaire qu'avait fait Ronan justement avec Get Ready, qui explique bien un petit peu tous ces dispositifs-là. Pour faire très simple, le volontariat, c'est un statut. Ce n'est pas un contrat de travail à proprement parler, mais ça reste un moyen de travailler pour une organisation sous contrat avec une indemnité. Donc en général, les volontaires sont indemnisés. Ça veut dire qu'ils ne perçoivent pas un salaire complet, mais qu'au moins sur place, ils sont défrayés de beaucoup de frais et ils ont de quoi subvenir à leurs besoins sur place. Donc c'est un dispositif qui peut être intéressant. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des compétences spécifiques pour faire du volontariat. Ça dépend du type de volontariat que vous faites. Et ça peut être également quelque chose qui peut vous convenir si vous avez des compétences spécifiques à mettre en œuvre et que vous voulez juste sur une courte période vouloir les faire bénéficier à une organisation. Et ensuite, on a le bénévolat. Donc ça, bénévolat, c'est simplement le fait de s'engager gratuitement, de donner de son temps bénévolement pour s'investir pour une association. C'est typiquement ce que moi je faisais. Donc moi pour ma part, j'étais défrayé, mais je travaillais aussi avec des gens qui, eux, avaient payé des frais pour participer à la mission. Donc ça, c'est encore autre chose, on l'abordera juste après. Mais voilà, c'est une action, on va dire, complètement désintéressée dans le sens où on ne touche pas de rémunération derrière. Quelque chose que vous pouvez aussi faire en France, d'ailleurs. Et le bénévolat, alors, souvent est utilisé par les organisations parce que justement, c'est pour
pour permettre à des personnes de s'investir alors qu'elles n'ont pas forcément de compétences. Donc, c'est souvent un petit peu la première porte d'entrée pour les personnes qui, justement, veulent se lancer, avoir une première expérience, mais qui n'ont pas forcément de compétences ou qui ne sont pas forcément dans une démarche de professionnalisation, justement. On en arrive un petit peu au point volontourisme, tourisme solidaire, qui, je pense, est important d'être abordé parce que vous allez tout être amené à voyager à votre façon. Et cette question va forcément vous arriver à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez déjà tout entendu parler de ce que c'était le volontourisme. Oui. Non. Très globalement, le tourisme, c'est la contraction, ça vient de l'anglais voluntarisme, qui vient de la contraction de volunteer en anglais et de tourisme, le tourisme. Et donc là, d'où les notions qu'on a vues juste avant qui sont importantes. Volunteer en anglais, ça veut dire volontariat. Non, pardon, justement non. Ça veut dire bénévolat, alors qu'en français, nous, on l'interprète comme volontariat, le statut de volontaire. Mais on va dire que de façon générale, quand on parle de volontourisme en France, on reprend cette définition anglo-saxonne qui est du bénévolat allié à du tourisme. Donc en fait, l'occasion de faire du tourisme et en même temps de participer à une action solidaire une fois sur place. Et on va parler également de tourisme solidaire. Alors le tourisme solidaire, pour le coup, c'est une autre facette, c'est quelque chose qui est un peu plus institutionnalisé. En France, il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller regarder, des agences qui sont spécialisées dans du tourisme, dits responsables, voire du tourisme solidaire. Et donc à ce moment-là, votre volonté, elle est plus de faire du tourisme à proprement parler et que ce tourisme ait un impact à un moment donné positif sur les populations locales et qui puisse éventuellement servir des projets locaux. On va parler un tout petit peu du volontourisme et du débat qu'il y a autour du volontourisme. Je ne sais pas si pour vous, ça a une connotation spécifique ou pas. Et vous pouvez juste répondre. Ouais. Pas très positif, globalement. Ok. Laura? Non, volontourisme, est-ce que tu appelles… est-ce que le woofing, par exemple, ça rentre dans ce cadre-là ou pas du tout? Non. A priori, non. Non, ok, d'accord. C'est une bonne question, mais c'est Parce que comme il y a pas réellement ça que ça va désigner. Ok, d'accord, très bien. Parce qu'il y a une notion d'aide et il y a une notion de… Ouais. Il y a une notion de contrepartie finalement dans le woofing qui fait que c'est une très bonne question parce que je ne l'associe pas tellement à du tourisme en fait, le woofing. Je pense qu'il y a tellement de types de woofing différents qu'on peut faire. Oui. J'imagine que si tu vas faire un woofing dans une ferme écologique ou dans un lieu en Amazonie, tu vois, qui travaille sur l'écologie justement, ou même, comme disait Stéphanie, protection environnement, animaux, etc. Ça pourrait être considéré, j'imagine, comme tel à un moment. Mais ça dépend des structures. Mais en woofing, tu peux aussi être chez des individuels, tu vois, où il y a moins cette notion d'engagement et de solidarité. Donc, j'imagine que ça dépend. Ok. Est-ce que Stéphanie, volontourisme, ça évoque quelque chose de positif ou négatif chez toi? Bah, moi, au départ, c'était plutôt positif et justement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abus. C'est pour ça que je commence à être un peu plus sceptique, justement. Donc justement, ça tombe bien, on a un petit peu les différents points de vue. Donc globalement, hein, c'est un résumé que je fais, mais ça va aider dans la réflexion plus tard. Justement, ce débat qu'il y a autour du volontourisme, ça peut être considéré comme un voyage utile. Voilà, on en profite pour voyager et pour avoir une action utile. A contrario, ça peut être considéré un petit peu comme du voyeurisme. Je crois que c'est Stéphanie qui en parlait un petit peu tout à l'heure. Voilà, ça peut être un petit peu des fois le sentiment de juste débarquer dans un endroit et vouloir voir la misère, entre guillemets, partir avec une organisation pour voir un peu la misère. Ça peut être positif dans le sens où ça peut apporter une aide directe à des populations. L'aspect négatif, c'est que cette aide peut être considérée comme inutile, voire dommageable aux populations sur place. Ça peut être considéré comme positif dès lors qu'on voit ça d'un point de vue uniquement touristique et on se dit bah, c'est une façon de
faire du tourisme, mais en ayant une bonne conscience et en ayant un impact responsable. Et à l'inverse, ça peut être tout simplement des structures qui vont organiser des programmes autour de la misère. Et donc, ça peut être un peu considéré comme se faire de l'argent sur la misère, donc une exploitation de la misère. Donc, pour ce qui est des principaux reproches qui sont formulés au volontourisme, il y a ce côté justement où le projet n'a pas été suffisamment analysé en amont et va souvent desservir la cause initiale et mettre en place des programmes qui vont être des services qui vont être gratuits. On va prendre un exemple un peu trivial, mais faire de la distribution alimentaire alors qu'en fait, il y a en faisant venir de la nourriture d'Europe, admettons, alors que sur place, il y a des magasins qui pourraient très bien subvenir à ces besoins-là, ça peut complètement détruire l'activité économique locale. Un autre travers qui a beaucoup été décrit sur le volontourisme, c'est justement le fait que beaucoup de personnes soient intéressées pour travailler dans le domaine de l'éducation et l'aide à la petite enfance. Il y a des pays comme le Cambodge qui ont vécu des catastrophes terribles à cause de leur histoire et qui fait qu'il y a eu beaucoup d'orphelins. Et donc, beaucoup d'actions se sont montées pour créer des orphelinats. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné qu'il y a eu tout un business qui s'est mis en place derrière qui a carrément fini par créer des orphelins. Et donc, ou des enfants qui ont déjà leurs parents qui ont été placés dans des orphelinats. Moi, à titre personnel, je l'ai vu, ça. Je l'ai très bien vu. Et en fait, le souci, c'est que sur place, c'est considéré comme étant une opportunité pour les enfants d'avoir accès à de l'éducation gratuitement, une éducation de qualité et de permettre aussi aux parents de ne pas supporter la charge économique de leurs enfants. Et en fait, ça crée un business sur place qui va être en partie accepté, mais qui a quand même des impacts très négatifs parce que si on prend des orphelinats où il y a des volontaires qui viennent toutes les 2 semaines ou une fois par mois et qu'à chaque fois ils changent, pour les enfants, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour leur développement affectif, etc. Moi, il y a un conseil que je donne en général pour… alors peut-être que ça ne va pas trop vous concerner parce qu'il y en a beaucoup qui comptent partir un petit peu sac au dos, mais vous allez peut-être être amené à interagir, voire à travailler de façon opportuniste avec des structures qui elles, ont des projets locaux. Et en fait, la question que moi je pose systématiquement, c'est quel est le modèle économique du projet sur lequel vous allez travailler. Donc j'ai pris le cas typique du volontouriste. En fait, le volontouriste, lui, en général, il va même payer. Il va payer pour son voyage. Il va partir avec une organisation. Donc, il va à la fois permettre le financement de l'action. Il va également être lui-même la main-d'œuvre. Donc, par exemple, un chantier de réhabilitation d'une école en Inde. Typiquement, ça, c'est le genre de projet sur lequel moi j'ai participé. On fournit à la fois la main-d'œuvre, on fournit à la fois le financement. Et au final, le projet est alimenté uniquement par le volontourisme, le volontouriste. Et in fine, si le projet doit évoluer un jour, il n'évoluera que dans l'intérêt du volontouriste. Moi, je prends l'exemple de ce que moi j'ai vécu. On faisait des missions médicales. En gros, toutes les 2 semaines, on venait. Sauf que faire un suivi médical dans des régions qui ne sont pas sexy et qui ne vont pas être prisées par les bénévoles qui vont vouloir payer leur voyage, et ben en fait, finalement, ces zones-là, elles ne vont pas être desservies. Moi, typiquement, là où je travaillais, on a voulu à un moment donné travailler en Inde dans un bidonville. Moi, j'étais en contact avec une personne qui connaissait très bien le bidonville. On avait les infrastructures nécessaires. Alors, il y avait des sortes de chefs de village, un petit peu, enfin des autorités locales, quoi, qui, elles, étaient favorables à ce qu'on vienne et à ce qu'on fasse des activités régulières. Et finalement, les actions ne se sont pas faites parce qu'en fait, les volontaires ne voulaient pas aller dans un bidonville. En fait. Ils trouvaient ça un peu cracra et ils préféraient aller au Cambodge sur les missions, sur les villages flottants, quoi. Ça paraît caricatural, mais c'est la réalité. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc, on va dire que ça a le principal défaut qu'il n'y a que l'intérêt du volontouriste et donc des personnes qui vont payer ce programme-là qui va influencer sur le projet et le projet ne va pas forcément être adapté aux populations.
Ensuite, il y a le deuxième modèle économique qui, lui, correspond plus à ce que moi j'appelle le tourisme solidaire, où là, on a un projet. C'est le projet qui est au centre, un projet d'aide qui va chercher différentes formes de financement. On peut parler de subventions publiques ou de dons privés, que ce soit des entreprises ou des donateurs philanthropiques. Et ce projet-là va chercher une autre source de financement qui va être le tourisme, parce que c'est un pays qui est dynamique au niveau touristique. Et en fait, le touriste, à ce moment-là, va participer à un voyage dont les bénéfices vont être reversés à une ONG locale et qui vont permettre le développement du projet. Et à ce moment-là, le projet n'est pas dépendant directement de cette manne financière. Elle est dépendante dans le sens où il y a quand même, qui paye pilote à un moment donné. Donc l'argent qui vient dans un projet influe forcément sur ce projet-là. Mais l'avantage, c'est que c'est ça plus d'autres sources de financement. Est-ce que c'est clair un petit peu sur cette partie-là? Ok. Il y a quand même des points de vigilance qu'on a identifiés avec Marine. Si vous partez avec une organisation, faites attention à la préparation au départ qu'elle propose. C'est-à-dire, est-ce que cette organisation déjà propose une préparation au départ? Est-ce qu'elle propose de vous expliquer le contexte géopolitique et sanitaire sur place? Est-ce qu'elle vous donne des indications? Est-ce qu'elle vous donne tout ça? Si ce n'est pas le cas, passez par Get Ready et faites une formation pour vous préparer. Mais voilà. Joli placement, Bertrand, merci. Oui, oui. Bravo, Bertrand. Que vous partiez seul ou avec une organisation, c'est encore la même question. Est-ce qu'il y a justement une veille sécuritaire et gestion des incidents qui est proposée par l'organisme? Moi, l'ONG avec laquelle j'étais investi, il y avait un référent sécurité, une personne qui était chargée d'observer, qui faisait une veille sécuritaire sur les pays dans lesquels on intervenait. Parce que même si on part, mettons, pendant très longtemps, le Burkina Faso a été considéré comme un pays extrêmement stable et dans lequel beaucoup d'associations et d'ONG partaient pour faire des petits projets sans grosse préparation. Sauf qu'un jour, ça a complètement basculé et là, aujourd'hui, c'est plus du tout une destination comme le Mali. Aujourd'hui, c'est pareil, ça a basculé. Ce sont des ONG. Moi, au tout début, en 2010, c'était des pays dans lesquels les gens partaient encore. Passé 2012, c'était plus du tout envisageable, en tout cas pour le Mali. Donc, si ce n'est pas le cas, eh ben, vous êtes garant de votre propre sécurité, donc c'est à vous de faire ce travail-là. En tout cas, c'est, je pense, un minimum. Et pour ça, il y a des outils aussi, si ça vous intéresse. Marine, elle pourra vous en parler beaucoup mieux que moi. Et autre chose, veillez à toujours rencontrer les organisateurs, parce qu'il y a malheureusement sur Internet tout et n'importe quoi. Je ne sais pas qui a employé l'expression à boire et à manger, mais c'est exactement ça. Il y a des sites Internet qui sont hyper attractifs. On va dessus, on paye son billet d'avion, on veut participer, etc. Et en fait, sur place, il n'y a personne pour nous accueillir. On est un peu livré à soi-même. Moi, des témoignages comme ça, j'en ai eu beaucoup, notamment de la part de personnes qui partaient sac au dos, qui voulaient s'investir, mettons, 2 mois dans un orphelinat. Et sur place, il n'y avait personne pour les accueillir. Ils devaient rejoindre le lieu où le projet était par leurs propres moyens. Enfin, c'était très flou et finalement, l'argent ne sait pas trop où il va. Et finalement, cette question de l'argent, elle est importante parce que le projet sur lequel vous allez peut-être vous investir, il faut savoir de façon générale comment est-ce qu'il est financé. C'est un peu ce que j'expliquais en amont avec le modèle économique. Ce modèle économique va influencer la façon dont le projet est mené. Est-ce que le projet il est mené pour les personnes qui financent ce projet ou est-ce qu'il est fait pour les personnes à qui ça bénéficie? Et ça, c'est une question qu'on va retrouver à tous les niveaux. On peut même la retrouver au niveau des grosses organisations internationales. Aujourd'hui, typiquement, si vous prenez, il y a des organisations, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des grosses ONG qui ont un fonds de roulement à 80% de fonds privés qui sont capables d'intervenir absolument partout comme elles le veulent, avec une liberté incroyable et donc elles peuvent ne pas dépendre de politiques internationales. Et puis il y a d'autres ONG, et d'ailleurs c'est une critique des fois qui leur est attribuée, où elles se prétendent organisations non gouvernementales et pourtant elles sont tellement subventionnées qu'elles finissent par être un peu à la solde des gouvernements dans lesquels elles interviennent. Donc ça c'est une question un peu plus générale, mais disons que c'est une question à se poser. Le suivi des projets également,
Voilà. Moi, de l'association dans laquelle j'étais, il y avait un gros flou sur est-ce qu'il y avait un réel suivi de ces projets-là. Et il y a beaucoup de personnes qui auraient pu et qui ne partaient pas avec cette organisation parce qu'ils estimaient que ce n'était pas suffisant le suivi des projets qui étaient proposés. Et évidemment, bah, la transparence. Est-ce que ce que vous financez va effectivement finir sur le terrain pour les bénéficiaires et pour les projets, ou est-ce ça va partir dans les poches d'une seule personne? Donc, pour ça, moi, un des conseils que je donnais souvent, c'était soit vous partez avec une organisation qu'on vous a recommandée, soit vous avez eu l'occasion de rencontrer les personnes en amont et de leur poser toutes ces questions-là, et vous êtes fait une checklist auparavant qui vous rassure. Parce qu'après, de toute façon, vous partez dans les conditions que vous souhaitez. Vous pouvez très bien partir avec une organisation, vous ne savez pas où part l'argent, il n'y a pas de préparation au départ, etc. Mais c'est vous, votre façon de faire, et vous avez confiance et vous y allez. Et c'est comme ça que vous allez vous faire votre expérience. Mais je pense que moi, je ne peux pas clore ce webinaire sans vous avoir dit d'être vigilant là-dessus. Voilà. Alors, on a préparé un petit tableau qui peut vous aider éventuellement à vous orienter en fonction de votre projet. Justement, de savoir si vous allez simplement partir en tant que touriste ou si finalement vous êtes plutôt attiré par le fait d'être salarié et de faire une vraie voie professionnelle. Un petit peu la question que tu peux peut-être te poser aujourd'hui, Gaëlle. En tout cas, moi, les questions que je pense importantes à se poser, c'est est-ce qu'on veut avoir une action directe auprès des bénéficiaires? Est-ce que nous, on veut être directement en contact avec les bénéficiaires? Ou est-ce qu'on est OK pour que cette aide elle soit indirecte? C'est-à-dire, en gros, simplement financer ce qu'on peut faire depuis la France avec tous les recruteurs de donateurs que vous croisez dans la rue, où vous allez faire un don régulier à une ONG dans laquelle vous avez confiance, et où ça vous suffit. Et à ce moment-là, si vous avez quand même envie de partir, il y a la solution justement de partir avec une structure touristique qui s'engage à reverser ses bénéfices pour des projets locaux. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à payer pour participer à ce projet? Ou est-ce que vous estimez que parce que vous avez des compétences techniques nécessaires, c'est plutôt à vous qui allez être salarié pour participer à ce projet-là? Donc ça, c'est aussi des questions que vous pouvez vous poser. Très souvent, moi, j'ai des personnes qui sont par exemple étudiantes et qui n'ont pas les moyens. L'idée de payer pour participer à un projet, c'est un frein. Et on envisage plutôt de partir sans frais. Donc, ou à l'inverse, on a des compétences et on pense qu'elles peuvent être utiles à des programmes et on veut avoir cette expérience-là. Et à la limite, là, ça vaut le coup de se poser la question de est-ce que je peux faire un volontariat ou simplement du bénévolat avec ces compétences-là, ou carrément est-ce que je peux me salarier là-dedans. Et savoir également si vous êtes formé en amont. Est-ce que l'organisation avec laquelle vous partez va vous proposer de vous former? Par exemple, typiquement, si vous engagez avec la Croix-Rouge française aujourd'hui, mettons juste en France pour du secourisme, ils vont vous former au secourisme avant de vous envoyer sur des postes de secours. C'est un exemple que je prends, parce que c'est le premier qui me vient en tête, c'est pas forcément sur la solidarité internationale, mais enfin, vous voyez le principe avec ça, quoi. Et voilà, est-ce que finalement, vous êtes vous-même payé pour participer au projet? Donc là, ça peut correspondre avec ce que j'ai expliqué du volontariat ou du salarié. Juste pour ajouter un petit truc, en fait, là, on a un petit peu simplifié, puis vous voyez dans le tableau, il y a marqué parfois, etc. Mais vous allez avoir certaines organisations, certaines ONG, certaines associations qui vont recruter des bénévoles et qui va former vraiment, pour le coup, très professionnellement ces bénévoles et les aider à développer des capacités, des compétences. Et tu l'as dit, Bertrand, en fait, c'est un chemin des fois qui prend un peu de temps. On commence, on tâtonne et on développe des compétences grâce à un poste de bénévole qui après nous permet effectivement de partir sur un engagement beaucoup plus professionnel, que ce soit en France ou à l'étranger. Oui, typiquement, c'est ce qui, moi, m'est arrivé. Moi, je me suis d'abord engagé, j'ai participé à une action en tant que bénévole, je me suis investi dans l'association, ils m'ont formé et grâce à cette formation, j'ai pu continuer à m'investir dans l'association et aller un peu plus loin.
Et aussi, en tout cas, je prends mon exemple à moi, j'avais envie d'être au plus près des projets et d'avoir une influence plus forte sur les projets. C'est ce qui m'a permis à un moment donné d'avoir la légitimité de proposer des projets qui, moi, me semblaient légitimes par rapport aux personnes que j'avais rencontrées sur le terrain et qui m'avaient eux-mêmes soumis ces projets-là. Et c'est ce qui a fait qu'in fine, bon, ça c'est pour la petite histoire, j'ai fini par quitter l'association parce que justement, je m'étais rendu compte qu'en fait, le modèle économique était verrouillé. En fait, il ne proposait pas, il ne permettait pas de développer d'autres projets. Mais bon, des fois, on s'en rend compte justement un peu tard et c'est important de se poser des questions en amont. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent un petit peu dans ces questionnements-là et est-ce que ça vous éclaire un peu plus sur par rapport à vos motivations et par rapport à vos projets? Par rapport au développement des compétences, être bénévole, c'est vrai que j'avais pas pensé ça comme ça en fait. Je n'avais pas vu cet angle-là. Donc, ça me fait réfléchir du coup. En fait, c'est assez intéressant parce que du point de vue humanitaire professionnel, là, je parle vraiment de manière générique au fur et à mesure de mes expériences. Moi, j'ai été bénévole dans des assos et puis j'ai été salariée dans les mêmes assos. J'ai eu les deux postures. Et en fait, c'est assez intéressant parce que les salariés regardent des fois un peu de haut les bénévoles, en considérant que les bénévoles ne sont pas forcément pros, que les bénévoles, enfin, il y a un peu le cliché du bénévole qui vient là quand il a du temps libre et qui ne comprend pas les grands enjeux. Qui, moi, me pose un vrai problème parce que je pense que c'est complètement faux. C'est juste un positionnement qui est différent, une volonté d'en faire un métier ou pas. Et puis, à contrario, il y a les bénévoles qui regardent un peu les salariés en mode mais vous vous faites payer pour ça. Enfin, voilà, vous avez une rémunération, une professionnalisation de l'aide. C'est un peu, et des fois, il y a un peu Décalage. ce décalage, ouais, et c'est très dommage. Moi, j'ai fait j'ai travaillé dans la gestion de projets en ONG sur des projets locaux en France, avec des compétences de gestion de projet qui sont finalement enfin, qui sont techniques, mais qui sont plus généralistes que certains bénévolats que je fais en France. Je suis bénévole pour la Croix-Blanche, donc secouriste en équipe. Là, c'est très technique pour le coup. Et c'est du bénévolat et je suis pas payée pour ça. Mais du coup, voilà, des fois, il y a cette confrontation un peu et on peut sortir un peu des étiquettes, mais l'idée, c'est vraiment de se demander qu'est-ce qu'on apporte à la problématique générale. À savoir que, comme tu le disais aussi Bertrand, une des grosses questions qui se posent, c'est d'où sort le projet? Quelle est la motivation derrière le projet? Aller construire des puits dans un village en Afrique où on va mettre le puits au mauvais endroit, où ça ne va pas être validé par les représentants du village, ça ne va pas être un besoin qui est émis par les communautés. C'est un projet qui n'a pas de sens en fait, qui va tomber en désuétude, qui va amuser entre guillemets le temps d'une mission, mais qui n'aura pas de plus-value. Et ça, c'est le recul en tout cas qu'il faut essayer de prendre quand c'est possible. Non, moi, c'est vraiment le côté sur justement les compétences techniques qui correspond à mes questions actuelles vu que j'ai un peu été très touche à tout et à moitié, j'ai acquis plein de compétences très variées dans des structures très diverses. Et c'est comment comment je pourrais les valoriser, les utiliser. En fait, c'est un peu surtout ça, Ouais. moi, qui me pose question en ce moment, justement. Et la question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu veux simplement que ce soit une expérience, un passage de ta vie, un moment de ta vie qui t'apporte quelque chose, ou est-ce que tu envisages que ça soit du plus long terme? Et c'est là que ça va faire la bascule avec justement, est-ce que tu veux te faire salarié et en faire un métier? Bah moi, là, je suis plus en recherche de quelque chose pour du long ou au moins du moyen terme. En fait, du coup, toi, tu partirais peut-être plus sur justement humanitaire ou développement, mais formule salariée, ce qui ne t'empêche pas de commencer par un bénévolat ou un volontariat dans ces mêmes structures, parce que souvent, tu as tous les profils qui se retrouvent. Hein, c'est des structures qui travaillent avec vraiment
différents niveaux d'engagement. Mais en fait, je crois que je t'en avais parlé très rapidement d'ailleurs à la fin quand on s'était rencontrés. Il y a des ONG qui travaillent dans des domaines qu'on ne soupçonne pas et notamment, je t'avais mentionné Clowns sans frontières, qui fait notamment dans les camps de réfugiés des animations qui travaillent sur la santé psychosociale en fait auprès des enfants et des populations dans les camps de réfugiés par la technique du clown et du théâtre. Donc, et ça, c'est des compétences techniques que tu vois, qui font partie de ta personne. Laura, tu mentionnais la photo, etc. Ben voilà, c'est des compétences qui peuvent être mises au service de projets, mais qui sont déjà existants, en fait, qui ont déjà été évalués comme pertinents. Si je peux me permettre, dans l'aide indirecte, il y a aussi une autre forme dont moi je peux parler, c'est que moi personnellement, par exemple, je n'ai plus envie d'aller m'investir sur le terrain, d'aller au contact des bénéficiaires, de participer à ce projet-là. Par contre, je suis toujours très sensible à la question de la solidarité internationale, de ce qui peut se passer à l'étranger. Donc en fait, typiquement, moi, si j'ai monté mon podcast et que je fais aujourd'hui des formations, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire c'est une forme d'aide indirecte. C'est ma façon à moi de contribuer. Et moi, j'y trouve du sens. Alors que je pense qu'il y a encore 7 ans, 10 ans en arrière, je n'aurais pas imaginé que ça puisse me convenir. Mes motivations ont beaucoup changé à ce moment-là. Et donc, quand on a des compétences comme la photographie, les arts du spectacle, puisque vous l'avez évoqué, faut peut-être aussi des fois se poser la question de est-ce qu'on n'a pas envie de profiter de ces compétences-là ou alors de développer un projet personnel en lien avec ça qui bénéficiera de façon peut-être indirecte à des projets. Est-ce que Stéphanie, tu avais envie de réagir? On ne t'a pas entendu là-dessus. Oui, je réfléchissais pareil justement au niveau des compétences. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, donc je suis ingénieur aujourd'hui. Mais du coup, par exemple, pas dans le bâtiment. Et parfois, quand on pense à des projets d'installation, etc., je sais pas, dans un village qui en a besoin d'eau, ben, c'est pas du tout la partie. Enfin, j'y connais rien, quoi. Et du coup, il y a des moments aussi où je me pose la compétence de qu'est-ce que en fait, je peux faire. Et donc, du coup, je me demandais quelles sont les compétences finalement qui sont les plus recherchées. Alors, très bonne question. Ça va me permettre de passer un peu à la suite. Vous avez la possibilité pour vous renseigner de façon très générale sur la solidarité internationale. Vous avez Ritimo. Et notamment, Ritimo, ils ont créé un ouvrage qui s'appelle Partir pour être solidaire. Hop là, qui est ici. Qui aborde justement toutes les questions qu'on a balayées aujourd'hui sur ses motivations, pourquoi partir, etc. Le réseau Ritimo, eux, en plus, ils ont vraiment cette orientation où ils mettent des gros points de vigilance sur toutes les notions un petit peu de néocolonialisme et d'oppression un peu systémique, quoi, le problème du patriarcat ou du racisme, etc., les inégalités hommes-femmes. Et en fait, ils mettent beaucoup l'accent sur posez-vous la question de est-ce que l'action dans laquelle vous voulez vous engager est bien pensée, justement, pour la construction du projet en amont. Et si vous, en fait, vous ne contribuez pas à creuser un peu plus les inégalités avec vos bonnes intentions. Donc, ce guide-là, je peux vous le recommander. Il est pas très cher. Et pour le coup, ça permet un petit peu de se poser des questions, d'aller un peu dans le détail. En plus, il donne plein de pistes sur justement des ressources en fait, pour aller plus loin. Et globalement, c'est un réseau d'informations que je recommande vraiment pour ces questions-là. Ensuite, on posait un peu la question des compétences qu'on pouvait avoir. Il y a un site qui s'appelle coordinationsud.org qui recense différentes offres de postes pour plein de secteurs différents. Et alors, c'est là que je vais essayer de faire le nouveau partage. Justement, Coordination Sud, une page dédiée avec différentes offres de postes. Et là, en fait, vous avez des filtres que vous pouvez ajouter. Donc, typiquement, vous pouvez choisir des pays dans lesquels vous pouvez partir. Vous avez également les contrats. Donc, c'est un peu ce qu'on a abordé, justement, partir en volontariat ou en service civique. Est-ce qu'on peut le faire dans le cadre de nos études? Je ne crois pas que ça concerne l'une d'entre vous, mais voilà, ça peut être une question à se poser. Est-ce qu'on veut partir en tant que salarié, en CDD ou en CDI?
ou est-ce qu'on veut faire du bénévolat. Ensuite, secteur d'activité. Et là, vous allez voir qu'en fait, il y a énormément de secteurs. Ça peut être de l'agriculture, alimentation, commerce équitable, droits de l'homme, eau et assainissement, éducation, environnement, la question du genre aussi. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont abordés au sein de grosses organisations internationales pour leur programme. Migration, plaidoyer, santé. Ouais. Donc, en fait, déjà, en fonction des thématiques, vous avez la possibilité un petit peu de sélectionner. Et ensuite, il y a les fonctions. Et donc là, en fait, c'est là où c'est important de se dire que les compétences que vous avez déjà peuvent être utiles à un moment donné. Ce n'est pas parce que vous n'y connaissez rien ou que vous n'avez pas encore d'expérience ou parce que vous allez être bénévole, comme disait Marine, que vous allez être inutile. En fait, il faut peut-être à un moment donné mettre sur papier un peu les compétences qu'on a. La photo en fait partie. Donc voilà, vous pouvez travailler pour de la communication. Vous pouvez faire direction et administration, dons et collecte. Ouais, tout ça, c'est un petit peu tout ce qui est… alors là, ce sont les fonctions un peu support. Moi, je parle en connaissance de cause. J'ai fait une formation en logistique humanitaire, donc c'est typiquement une fonction support. On n'est pas directement sur penser le programme de A à Z. On est vraiment sur comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ce programme-là. Et pour ça, il faut de la communication, il faut des ressources humaines, il faut des financements. Voilà. Est-ce que vous voulez faire de la formation, comme ce que fait Marine? Est-ce que vous voulez faire de la gestion de projet à proprement parler? Est-ce que vous avez des compétences plutôt juridiques et vous voulez faire du plaidoyer recherche, voilà, service et logistique, ou technicien spécialisé? Et donc, dans technicien spécialisé, il y a les ingénieurs notamment. Donc, en fait, ça peut être intéressant pour vous de regarder sur ces sites-là, justement, les différents contrats qui sont proposés. Ce qui est intéressant sur Coordination Sud aussi, et au-delà de cet aspect filtre, c'est que vous avez vraiment les fiches de poste. Donc, que ce soit pour vous lancer professionnellement et répondre à cette fiche de poste, ou juste pour voir comment sont formulées les compétences, c'est déjà important, c'est déjà intéressant. Vous farfouillez, vous regardez ce que proposent et ce que cherchent les différentes structures, hein, avec différentes formules, différents statuts. Et puis, vous pouvez, vous, après, travailler sur la formulation de vos compétences existantes dans le langage associatif et humanitaire. Vous faites la liste un petit peu de ce que vous savez faire et vous cherchez un peu au hasard en jouant avec les filtres. Et ça peut déjà vous aider à vous rendre compte aussi de ce qui existe et de ce qui est possible de faire. Ensuite, j'ai répertorié un petit peu des associations. Alors, des structures qui sont plus en lien avec le volontariat. Mais voilà, typiquement avec Concordia, vous avez la possibilité de faire des chantiers internationaux. C'est sous forme de bénévolat ou de volontariat, voire de service civique, qui propose un petit peu de tout. Et là, en fait, le principe, c'est vraiment de permettre l'échange interculturel. Et pour dire que ça va dans les deux sens, c'est qu'il y a aussi des projets en France où il y a un projet de rénovation d'un lieu typique. Par exemple, je crois qu'en Bretagne, il y avait refaire des bâtiments en chaume avec la méthode de construction locale. Et dedans, vous avez des personnes qui peuvent aussi bien venir du Burkina Faso, des Italiens, des Français, des Allemands qui participent à ce chantier-là. Et vous, à l'inverse, vous pouvez aussi partir à l'étranger. Et en fait, vous serez avec des personnes qui viennent aider de tous horizons. Donc ça, ce sont des bonnes façons de voyager en ayant de l'interculturalité et en donnant aussi du sens à ce que vous allez faire, tout en étant dans un cadre où là, vous ne risquez pas de participer à un projet qui va avoir un impact négatif sur le terrain. Vous avez donc également l'association France Volontaire, où là, c'est pareil, vous pouvez aller sur le site et regarder un petit peu les différentes offres qui sont proposées et les différents programmes qui sont proposés, et également Solidarité Jeunesse. Donc, de toute façon, pour avoir plus d'informations là-dessus, vraiment, pour le coup, je renvoie au webinaire que Ronan avait fait avec Get Ready. Il y a encore plus de liens et de propositions qui sont faites sur comment partir. Là, mon propos, c'est juste de vous montrer, un peu comme avec Coordination Sud, les différents filtres sur lesquels vous pouvez jouer en fonction justement de comment vous avez orienté vos motivations. Ensuite, il y a l'option un peu plus tourisme solidaire. Donc là, je vous ai recensé quand même ATES, donc tourismesolidaire.org, qui eux, c'est pareil, c'est une plateforme où ils regroupent différentes entreprises ou différentes
différentes structures qui proposent du tourisme avec un impact positif sur l'environnement ou avec des programmes sociaux. Et vous avez l'UNAT qui, pareil, recense les entreprises du tourisme éco-responsables et solidaires. Ensuite, je vous ai donné une liste d'organisations que vous allez peut-être être amené à trouver si vous faites vos recherches par vous-même sur Internet. Project Abroad, parce que c'est très répandu et ils ont également énormément de critiques. Donc, c'est typiquement, vous payez, voilà, il faut s'apprêter à payer pour toutes ces structures-là. Là, on est vraiment dans, il faut à peu près payer entre 1 500 et 2 500 € pour participer à un voyage de 2 semaines en général, 10 jours, dans un pays du Sud, même si ça n'a plus trop de sens comme définition, mais voilà. Project Abroad, ils sont très connus pour ça, ils ont été énormément critiqués, il y a eu des reportages dessus. Planète Urgence, c'est pareil, si vous allez sur leur site, vous allez voir un peu comme avec Coordination Sud, une liste des compétences que vous avez et ils vont vous proposer des missions de bénévolat en fonction de ça. Planète Urgence, je suis un peu obligé d'en parler parce qu'ils ont créé un truc qui est un peu spécifique qui s'appelle les congés solidaires. Donc, pour les personnes qui sont salariées, en fait, vous avez la possibilité de créer un partenariat avec votre entreprise pour accorder des congés spécifiques à des projets de ce type-là. Donc, c'est une façon aussi de mettre un pied sur des projets de solidarité internationale tout sans forcément chambouler tout son mode de vie actuel si on est déjà salarié, par exemple. Ensuite, Double Sens, c'est typiquement pour moi le modèle économique dont je vous ai parlé sur le tourisme solidaire, c'est-à-dire qu'eux, ils proposent des voyages. Vous participez, alors des fois vous êtes hébergé chez l'habitant, etc. Donc vous avez un peu ce contact-là avec la population locale. Mais ils ont une association à côté qui s'appelle Frères de Sens, où justement les bénéfices de l'entreprise sont reversés à cette structure-là qui, elle, après, finance des projets sur le terrain, notamment des projets dans les pays dans lesquels Double Sens propose des voyages. Et ensuite, vous avez Mission Humanitaire. Je l'ai mis simplement parce que, en général, si vous tapez Mission Humanitaire sur Internet, vous tombez dessus. Et moi, c'est ceux avec qui j'étais parti, justement, où là, on propose vraiment des missions humanitaires, mais au final, c'est du volontourisme tel qu'on l'a un peu décrit tout à l'heure, avec notamment le modèle économique 1 dont je vous ai parlé, où là, en fait, il ne faut pas être dupe. En fait, les projets sont vraiment dépendants des personnes qui vont vouloir partir qui vont vouloir payer les voyages. Il y en a évidemment plein d'autres. J'ai dû un peu condenser et faire une sélection. Mais je pense qu'avec les profils que vous avez déjà, regardez sur Coordination Sud. Ça me semble le plus logique, en fait, de regarder déjà un petit peu ce qui se fait et voir si ça correspond à vos attentes. Est-ce qu'il y avait des questions déjà par rapport à tout ça? Je voulais rebondir justement sur Project Abroad. C'était justement une des choses que j'avais regardées et en fait qui m'a très vite refroidi quand j'ai vu les prix et vu toutes les critiques. Et justement, je me demandais, comment est-ce qu'on peut faire justement pour éviter ça? Sachant qu'ils sont très connus, c'est une très grosse organisation et en fait, au fond, même peut-être sur le coup, on a l'impression d'aider, mais en fait, à la fin, en fait, ça dessert finalement les populations locales parce que ça crée toute une activité uniquement pour les touristes, en fait, Alors, qui pour croient ça, aider et en fait, on n'aide pas. Exactement. Et pour ça, en fait, il n'y a que la connaissance qui va te permettre de te forger ton opinion. Et la connaissance, tu l'acquiers de deux façons, selon moi. Soit en faisant des recherches en amont, ce que tu as fait, tu as regardé les commentaires, tu as peut-être vu des reportages dessus et en fait, ça t'a influencé. Ou alors faire en gros ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire tu y vas, tu t'investis et tu te fais ton avis sur le terrain. Mais ça revient à, donc là attention, je vais revenir un peu en arrière, au point de vigilance. Est-ce que toi, quand tu regardes ces organisations-là, tu as la possibilité, il y a une transparence nécessaire qui te permet d'avoir un œil sur le suivi des projets et les modes de financement de ces projets-là. Une organisation idéale qui proposerait ce genre de voyage va donner des rapports d'activité, par exemple, va pouvoir mettre à disposition ne serait-ce que leurs indicateurs
sur les projets qui suivent et ils vont pouvoir dire d'année en année dans leur rapport d'activité, en fait, tout simplement, bah voilà, on a atteint nos objectifs, on n'a pas atteint nos objectifs, où est-ce qu'on en est, etc. Après, ce qui est souvent difficile, et ça, je le lis un peu au domaine de l'éco-volontariat spécifiquement, de ce que j'en observe, c'est que tu as soit de très très grosses plateformes qui centralisent toutes ces informations, ou alors tu as la possibilité d'être dans le pays, dans la ville où tu as atterri avec ton sac à dos, et bah, tu entends parler de petites structures auxquelles tu vas peut-être donner plus confiance parce que tu te dis, bah voilà, c'est direct, c'est géré par la communauté locale, etc. Mais les questions s'appliquent également. Alors, il y a des manières un peu plus diplomatiques peut-être de les poser en fonction du lieu où on est. Ça, c'est très culturel pour le coup, mais tu vas avoir aussi cette notion de réfléchir à qui ça bénéficie en fait. Parce qu'en fait, il y a deux éléments. Il y a la bonne intention, et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et il y a la manière dont c'est fait également, et à qui ça profite. Il faut essayer de réfléchir à que ça profite à long terme également. Tu vas avoir notamment ben voilà, toute cette notion de protection animale, tu sais, les refuges notamment pour éléphants, donc des éléphants qui étaient d'abord utilisés pour ben, tout ce qui était justement tâches du quotidien, donc charge du bois, etc. L'industrie du bois, par exemple, en Asie, et puis après qui ont été utilisés plutôt pour promener les touristes, mais qui aujourd'hui du coup sont dans des centres où on en prend soin, mais où en fait ce qui se passe c'est qu'on en fait juste toujours et encore l'attraction principale, et où les éléphants sont baignés, frottés, nourris, etc. en continu pendant 8 heures, qui n'a rien à voir avec leur cycle biologique naturel. Et du coup, si tu n'as pas ces espaces et ces moments pour ces éléphants, ben, d'être juste un éléphant, et ben là, tu peux quand même te questionner sur effectivement le bénéfice. Le bénéfice sera peut-être très positif pour la population parce que c'est une manne financière intéressante qui respecte d'une certaine approche, enfin, qui, si tu veux, joue le jeu de l'occidental, je vais le guillemets parce que c'est très très étiqueté, mais qui va respecter le bien-être annuel, mais qui en fait ne respecte pas la notion sauvage en fait, de l'animal. Tu as des projets aussi d'éco-volontariat très en faveur de l'environnement, de protection de l'environnement, mais qui vont aussi être très en défaveur des populations locales. Donc il faut toujours faire un peu la balance et poser des questions, voilà, comme on disait, sur les financements, sur la source du projet et sur le suivi de ces projets aussi, la chaîne en fait, avant que tu arrives, pendant que tu y es et quand tu pars. Qu'est-ce qui se passe? Et pour compléter, Stéphanie, tu avais aussi parlé d'éducation. C'est pareil, en fait, j'en ai pas parlé, mais maintenant ça me semble évident. N'allez pas sur un projet qui nécessite une compétence si vous ne l'avez pas. Si on vous propose de le faire, c'est qu'il y a aussi un souci. Et notamment sur l'éducation, ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller donner des cours dans une école alors qu'on n'est pas enseignant et qu'on n'a pas, la formation nécessaire. Donc, les questions que l'on peut se poser légitimement en France, eh ben, il faut se les poser aussi des fois à l'étranger. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger et que les gens vont nous accueillir à bras ouverts et qu'on est forcément compétent et qu'on va forcément bien faire les choses. Et donc, pour ça, j'ai listé. Alors, du coup, c'est très orienté volontourisme. Je suis désolé si ça ne vous convient pas forcément, mais en tout cas, ça reste. Enfin, ce débat-là, je trouve, cristallise vachement toutes ces questions-là. Et donc, on a justement différents reportages. Il y avait Envoyé spécial qui avait fait un reportage qui s'appelle Avec les meilleures intentions du monde, qui justement parle un peu de ces questions-là sur l'éducation. Ça va reprendre un peu les éléments que tu as expliqué, Marine, sur justement est-ce que le projet auquel on pense participer avec de bonnes intentions, finalement, a un impact réellement positif. Il y en a un plus positif qui parle de tourisme solidaire où justement ils ont suivi Double Sens, donc une structure dont je vous ai parlé dans la slide précédente. Et après, voilà, il y a des vidéos tourisme humanitaire et volontourisme stop. Donc là, c'est une personne qui est professionnelle de la solidarité internationale qui pousse un peu un coup de gueule en disant bah non, c'est pas du tout la même chose et qui réexplique justement les notions d'humanitaire et de volontourisme et qui montre bien le clivage qu'il y a et la distinction qu'il faut faire selon lui. Si vous parlez anglais, il y a The Voluntarist qui est un reportage qui traite de cette question-là aussi et qui en traite très bien.
Et j'avais trouvé un article, pour ceux qui préfèrent lire, de Nadège Chablos, qui est chercheuse en sciences humaines, et qui a parlé du désenchantement dans les voyages solidaires et humanitaires, en prenant une étude de cas sur Catherine. Donc ça peut vous permettre aussi d'aller plus loin et de vous poser un peu les questions sur ces questions-là. Pour aller plus loin toujours, il y a 2 films que je recommande. Il y a Les Chevaliers Blancs. Ce sont 2 films français. Il y a Les Chevaliers Blancs avec Vincent Lindon qui reprend grosso modo l'histoire de l'Arche de Zoé, où une association de bénévoles, de pompiers, avait voulu justement intervenir sur la question de l'orphelinat, enfin des orphelins, et qui avait voulu proposer des programmes d'adoption au Tchad, et en fait ça a été une véritable catastrophe. Si vous voyez le film, vous vous rendrez compte effectivement de l'intérêt de se poser des questions sur la sécurité en amont et de la préparation de la mission. Vous vous rendrez compte aussi de l'importance de bien définir un projet, et vous vous rendrez compte aussi de ce que moi, de ce dont je parlais avec est-ce que c'est pas euh, alors là pour le coup ce sont les adoptants, donc en fait c'est une forme enfin moi j'appelle presque ça des bénéficiaires, mais bon bref. Et est-ce que ce ne sont pas eux qui vont indiquer le programme, parce que vous allez les voir, ils disent bon, on prend que les enfants qui ont moins de 5 ans parce que ce sont ces enfants-là qui sont plus faciles à adopter. Donc voilà comment le projet est dépendant de qui finance le projet. Et il y a un autre, donc ça tombe bien qu'il y ait des artistes et notamment des photographes avec nous. Le film est plus récent, ça s'appelle Camille, et ça parle d'une journaliste française qui, donc là c'est vraiment tiré d'une histoire vraie, qui a été tuée en République centrafricaine alors qu'elle faisait du photoreportage et qui justement prenait des photos du conflit. Et ça montre bien en fait qu'il n'y a pas besoin d'être forcément médecin pour faire de l'humanitaire, qu'on peut très bien aussi par le témoignage et par la photo, par d'autres compétences en fait. Voilà, Marine, tu parlais de Clowns sans frontières. Il y a aussi tout simplement le fait de diffuser de l'information par des spectacles aussi, des fois, qui peuvent être une piste. Mais le témoignage aussi fait partie de la solidarité internationale. Voilà. Et donc, on a une petite citation de fin. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à rechercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. C'est de Marcel Proust. Et voilà, ça résume un petit peu cette idée qu'on évoquait au tout début. Le fait de voyager, c'est aussi le fait de changer sa façon de voir les choses. Et c'est important en amont de se poser la question de ses motivations, parce que pour changer ses yeux, il faut aussi un peu se connaître soi-même et savoir d'où on part. Il y a une chose qui est vraiment importante aussi, et je reviens sur la distinction humanitaire d'urgence et développement. Quand on parle d'humanitaire, on est dans cette notion d'urgence, et on est dans cette notion aussi très souvent qui est avérée, hein, qui n'est pas du tout justement néocolonialiste comme des fois les humanitaires peuvent en être taxés, mais de vulnérabilité. Et c'est ça qui est très important. C'est quand vous allez être face à des personnes que vous allez aider, ou quand vous êtes sur des projets d'aide qui sont censés apporter un impact positif, il y a cette notion de vulnérabilité. Quand vous travaillez avec des enfants, si vous travaillez dans l'éducation, si vous êtes bénévole, même sur une zone où il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, il y a cette notion de vulnérabilité et du coup d'exposition des personnes. Et c'est là où vraiment la bonne intention ne suffit pas. Au-delà de ça, il faut vraiment pouvoir apporter des compétences techniques pour ne pas glisser sur des choses qui sont des abus en fait, de vulnérabilité de ces personnes-là. Et ça, on n'a pas besoin d'aller très loin pour le voir. Hein. On peut le voir à Calais, on peut le voir dans certaines zones. Pourquoi certains camps, ça a très très bien marché? Parce qu'en fait, on avait des bénévoles qui étaient super bien carrés, super cadrés, qui avaient des vraies compétences en distribution, sur différentes thématiques. Et ça permet d'éviter aussi ces abus-là. Donc, il y a cette notion-là de vulnérabilité à prendre en compte. Je propose que, voilà, si vous avez des questions particulières, précises, sur vos cas spécifiques ou sur ce que Bertrand a pu vous expliquer, vous nous les posiez, c'est le moment. Quand on parle de bénévoles, quand on part à l'étranger comme ça, j'imagine qu'il n'y a pas
je grossiliterais des kits de bénévoles, dans le sens où le bon comportement, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais j'imagine qu'en effet, il doit y avoir une ligne conductrice, un cadre en fait. Voilà. Bertrand, toi, et puis toi aussi, Marie, du coup, est-ce que quand on part comme ça sur un projet, puisque tu parlais de ton modèle, est-ce que justement on est invité à, enfin, on est invité mais former ou en tout cas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Complètement. guider en tout cas sur, voilà, faut faire ci, ça, etc., la façon de se comporter, enfin, essayer de mettre un cadre en fait à ça. Si je peux me permettre, moi c'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la préparation au départ. Donc, soit l'organisation avec laquelle tu pars, admettons que tu partes avec une organisation, tu as différentes étapes. Est-ce qu'elle te prépare en amont? Est-ce qu'elle t'explique le contexte géopolitique? Est-ce qu'elle te donne des clés pour comprendre la culture? Est-ce qu'elle te donne une fiche avec les mots de base à connaître pour te débrouiller sur place? Voilà. Est-ce qu'elle te donne toutes ces indications-là? Est-ce qu'ensuite, dans un second temps sur place, il y a une personne qui va pouvoir faire le lien entre ta culture et la culture dans laquelle tu es immergé? Nous, l'association dans laquelle on partait pour ça était bien parce qu'il y avait un chef de mission qui était une personne qui en général était formée et qui justement encadrait le groupe de bénévoles et qui avait les clés pour accompagner les bénévoles et faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, même si j'ai vécu des situations qui étaient cocasses, mais malgré tout, en fait, ce cadre-là rassure. Dans un second temps, est-ce que tu es avec une personne sur place qui va, un local qui lui va bien comprendre ta culture et permettre de faire le lien. Et c'est souvent ce qu'on peut retrouver, par exemple, si on fait un trek au Népal, et ben, il y a un Népalais qui va t'accompagner dans la montagne et qui, lui, va pouvoir faire le lien parce qu'il a l'habitude de côtoyer des étrangers de différentes nationalités. Et lui, il va faire ce lien, il va faire cette passerelle-là. Et après, ben, en dernier recours, il y a toi, la rencontre que tu vas faire avec les autres. Et alors là, il n'y a qu'un seul conseil que j'ai entendu qui valait le coup, c'est écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Est-ce que tu as le sentiment que ce que tu es en train de faire là, c'est abusé ou pas? Et après, tu vas forcément te planter. Hein. Il y a forcément un moment donné où tu vas faire quelque chose qui sera peut-être mal vu ou ça va faire une gaffe. Et puis voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est la relation humaine qui prime. Et que si toi, tu es au clair avec toi-même aussi, et que toi-même, tu n'as pas le sentiment de faire de l'ingérence, que tu es respectueuse, etc., ce sera toujours bien pris. Et puis, tu vas interagir avec des gens. Enfin, moi j'ai le souvenir d'une bénévole qui avait éclaté un moustique sous le nez d'un moine tibétain. Si tu veux, sur le coup, elle s'en est voulu, mais toute la soirée, quoi. Et le moine, lui, il a été choqué parce qu'on ne fait pas ça, on ne tue pas les animaux. Mais en même temps, la relation était bonne. Cette bénévole, juste avant, elle avait posé des questions, elle s'était intéressée à la culture. Enfin, on sentait qu'elle était pas entièrement conquise. Et donc, elle s'est excusée, elle était toute rouge, et voilà. Et lui, on a rigolé, et finalement, c'est très, très bien passé. Mais il ne faut pas l'oublier, quoi. Il ne faut pas débarquer en pensant à tout ça. Donc, préparation au départ, tout simplement. Se préparer à l'interculturalité. Ça, je laisse la main à Marine pour compléter. Moi, j'ai deux éléments de réponse pour répondre à ta question, Laura, mais c'est un peu dissocié, mais pour le coup, ça vient vraiment du côté professionnel. C'est applicable aux bénévoles. Dans une bonne association, une bonne ONG, format associatif ou pas, tu vas avoir une charte, tu vas avoir un code de conduite avec des principes fondateurs, avec principe de respect de l'humanité, d'impartialité, neutralité quand tu es notamment dans l'humanitaire. Chaque association va avoir son code de conduite et sa charte, mais toute personne y est soumise à partir du moment où tu signes un contrat, qu'il soit moral ou écrit, mais un contrat de bénévole. Il y a des associations qui font signer des contrats de bénévoles. C'est souvent en général aussi par le biais de l'adhésion, quand tu deviens adhérent à une association. Donc ça, c'est important à regarder. Deuxième élément de réponse aussi, c'est que si tu vas aller apporter des compétences quelque part, moi, une question qu'en tout cas je me pose, c'est est-ce que ces compétences existent en local? Est-ce que moi, mon passage ici va, et ça répond un peu à ce que disait Bertrand, est-ce qu'on déconstruit, on déstabilise une économie locale?
aller construire, enfin aller apporter mes mains pour construire un puits ou pour apporter une réponse en fait que les personnes en local pourraient apporter. Je vois pas forcément l'intérêt. Alors c'est beau, c'est un moment d'échange, on peut apprendre d'autres choses, mais est-ce que vraiment ça apporte quelque chose ou est-ce que c'est plutôt pour me faire plaisir à moi que vraiment aller aider? Et ça peut être la réponse, ça peut être oui, mais en tout cas il faut le faire en conscience et au moins à minima être sûr que c'est pas dommageable. Donc ouais, la notion de compétence en local, et c'est ce que tu disais aussi Bertrand, être sûr que sur la structure locale il y ait des locaux qui comprennent comment ça fonctionne et qui puissent aussi expliquer pourquoi vous êtes là et quelle est la plus-value de votre présence. Et elle n'est peut-être que financière pour faire tourner des projets, mais au moins c'est assumé et c'est dit. Je me posais une question aussi quand on a envie, nous, quand on a un projet personnel aussi, parce que moi j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis déjà quelques années, que j'ai jamais pris le temps de poser sur justement la notion de féminisme et de questionner qu'est-ce qu'être la place de la femme dans le monde. Et c'est quelque chose un peu entre l'art du spectacle et le journalisme, c'est un peu là-dedans. Et le gros truc, c'est que en fait, j'ai le projet en tête qui traîne, que je me dis qu'un jour, il faudrait que je le monte, mais toute seule, c'est pas possible. Et comment trouver, en fait, c'est un peu trouver une structure où est-ce que c'est possible, ça existe, ce genre de situation, où travailler pour eux et en échange de l'aide ou pas du tout? En fait, typiquement sur un projet comme ça, moi, ce sont des questions que je peux me poser aussi parce que moi, j'adorerais faire des reportages sur l'action humanitaire, par exemple. J'adorerais faire ça. Donc voilà, quand tu as une thématique, quand tu as un support, toi tu écris, c'est ça? Voilà, et tu fais plein d'autres choses évidemment, mais tu as parlé d'écriture tout à l'heure. J'ai une amie, elle était partie au Népal justement et elle avait fait un voyage avec une association où elle accompagnait des personnes qui étaient handicapées. Et en fait, c'était des enfants népalais handicapés et grâce à des géolettes, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits sièges adaptés, en fait, elle leur permettait de faire des treks dans la montagne. Donc, elle a accompagné ça en tant que bénévole. Et elle voulait aller plus loin. Donc, en fait, sur place, elle a dessiné, elle a fait un carnet de bord. Et ce carnet de bord, ensuite, de retour en France, elle l'a remis en forme, elle l'a publié et elle l'a fait éditer. Et après, elle a fait des interventions pour présenter son ouvrage, par exemple. Bah, typiquement, ça peut être simple. Tu peux te dire que tu pars avec une intention, avec un sujet. Donc là, par exemple, la place de la femme ou les rapports hommes-femmes dans certains pays. Tu peux te dire ça. Tu t'essayes de trouver, soit par toi-même, une façon d'aborder le sujet et un angle. Mais regarde le film Camille, justement, là-dessus, où elle est photoreporter et elle part sur le terrain. Elle cherche son angle, justement. Elle cherche une façon de faire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle part par elle-même et à la fin, elle finit par être en lien avec des journalistes. Et donc, toi, la question que tu peux te poser aussi, et que tu t'es déjà posée, c'est OK, dans quoi rentre mon projet? Dans quel cadre est-ce qu'il rentre? Et est-ce qu'il y a des structures qui font déjà ça? Est-ce que, je sais pas, par exemple, Reporters sans frontières traite déjà cette question-là? Et est-ce que je peux m'y investir? Et même autour de chez toi, est-ce qu'il y a des associations qui traitent de cette question-là? Quelles sont les associations qui traitent ces questions-là? Et est-ce que ça peut les intéresser, un projet de ce genre? Il y a pas mal de... Enfin, je dis ça parce que je l'ai vu passer notamment aujourd'hui sur Facebook. Mais il y a pas mal de structures de type, justement, de plateformes type crowdfunding, donc qui sont sur les mêmes voilà, que Litchi, que machin, mais pour financer des projets solidaires, en gros, qui mettent en lien des entreprises qui vont aller faire du don. En gros c'est une grosse association qui va proposer de porter tout plein de projets, qui va récolter les fonds en dons associatifs de certaines entreprises et qui après les entreprises choisissent un peu à quel projet elles veulent allouer ça. J'ai un avis assez mitigé sur la question. Le problème, c'est quand on démultiplie les intentions et les projets, encore une fois, on sert plutôt la personne il faut se poser la question de si on sert plutôt la personne qui mène le projet, qui va sortir très enrichi personnellement et individuellement de ça, mais on n'a pas forcément de visibilité sur le résultat final.
Après, si on est au clair avec ça et qu'on se dit que c'est avant tout pour se faire plaisir et qu'on rajoute du sens, pourquoi pas. Par contre, il ne faut pas se leurrer sur le fait que quand on passe par ce genre de structure, on n'est pas aussi, il n'y a pas un suivi de projet de la même manière que si on est dans le cadre d'une structure très claire, très préétablie avec des systèmes voilà, de suivi des indicateurs, comme disait Bertrand, de est-ce que le projet a bien fonctionné. Déjà, quels étaient les indicateurs du fonctionnement du projet. Mais ça existe en tout cas. Et il y a des bourses aussi qui existent pour les projets solidaires. Souvent, c'est financé par les régions, par les départements, par voilà, tout ce qui est coopération, ce qu'on appelle coopération décentralisée. Et là, on est plutôt sur du développement, donc sur des projets long terme, que sur de l'humanitaire d'urgence plus précisément. Partenariat aussi assez intéressant. Moi, j'en avais vu un sur justement une communauté de communes qui était jumelée. Parce que les jumelages, on les oublie souvent, mais c'est des belles portes d'entrée aussi. C'est souvent des coopérations qui durent depuis des années, avec des gens qui se connaissent très bien, avec des échanges interculturels. Et ça peut aussi être des super pistes à explorer pour commencer à réfléchir à des projets qui ont du sens, qui permettent de se fixer sur une zone géographique. Alors, les jumelages avec l'Allemagne ou l'Italie, c'est peut-être moins glamour, mais il y a tout autant des choses intéressantes à faire, en tout cas à aborder par cette piste-là aussi. De toute façon, l'un des gros enjeux de Get Ready et de ces webinaires, c'est aussi que vous ayez nos contacts, vous ayez vos contacts respectifs, on pourra partager la liste de diffusion, mais que vous avez nos contacts, donc soit par moi, je vous partagerai le contact de Bertrand également. L'idée, c'est que si vous avez d'autres questions après, on est là pour vous aider pour répondre aussi. Donc, il ne faut pas hésiter, vous accompagner si vous avez des projets ou vous diriger en tout cas vers les ressources les plus pertinentes. On revient à la motivation et à son envie, bien savoir quel impact on veut avoir sur place et ne pas se frustrer si on n'a pas encore les compétences ou si finalement ce qu'on aimerait faire n'est pas réalisable. Il vaut mieux être honnête, réaliste et cohérent par rapport à son projet personnel. Voyager, comme dit Marine, ça peut très bien être aussi voilà, pour se faire plaisir en donnant un peu de sens, mais pas forcément en ayant un impact sur place. Il ne faut pas être frustré de ça. Et surtout, le fait de bien justement définir ses motivations, ça évite d'avoir des désillusions. Néanmoins, tous les projets sont bons à prendre et l'important, c'est aussi de le faire avec la bonne volonté. Moi, je ne suis pas toujours très d'accord avec les gens qui tapent sur les personnes qui sont de bonne volonté et qui font mal les choses. Ça, malheureusement, je n'y crois pas tant que ça. Je pense qu'il y a plus des personnes qui effectivement exploitent les gens qui ont des bonnes volontés. Donc, c'était un petit peu le but de ce webinaire. J'espère qu'il vous a servi à ça, à vous donner des clés, des points de réflexion et des points sur lesquels vous pouvez vous dire, bon bah là, point de vigilance. S'il y a trop de points de vigilance, peut-être qu'il vaut mieux abandonner la piste et aller regarder ailleurs. Je vais juste rajouter un petit point de réflexion parce que c'est très perso, mais c'est plus pour vous donner un peu un élément de réflexion en plus. Moi, je voyage depuis très longtemps, je suis une grande voyageuse et j'aime ça. Et c'est pas pour rien que je travaille dans ce domaine-là aujourd'hui qui m'amène à beaucoup voyager avec un engagement de solidarité derrière. La solidarité internationale m'a attirée parce qu'il y avait cette notion de voyage. Sauf qu'aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions par rapport à la notion de voyage, à l'impact écologique de mes déplacements. Quand je vais faire un aller-retour pour une mission de 5 jours en Argentine, par exemple, ce que ça peut comporter comme impact négatif au niveau individuel, et si je démultiplie ça par tous les voyageurs et les professionnels de l'humanitaire. Et du coup, je m'interroge sur mon engagement international. Je sais que je resterai solidaire, je resterai humanitaire, je resterai investie dans tous les cas dans le futur parce que c'est en moi et c'est quelque chose que je veux faire, apporter du soutien aux gens quand ils en ont besoin, dans le respect de l'humanité, de leur humanité, pas préempter de leurs besoins non plus, mais d'y répondre quand ils sont formulés, les besoins, mais peut-être plus en local. Donc, on verra. Mais ça, c'est ma réflexion, c'est mon choix. Mais juste pour vous dire aussi que l'engagement peut se faire en dehors du voyage. Donc, voilà. Les deux peuvent se faire en même temps, mais c'est aussi possible de commencer par le pas de support. Donc, voilà. Et puis de continuer de voyager aussi pour des raisons purement d'évasion. Donc, voilà. Avec d'autres modes de voyage peut-être, mais à vélo. Mais non, mais voilà, c'est juste un élément
de réflexion supplémentaire qui m'est très propre. Mais voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous avez, vous, un dernier mot à nous dire. Moi, c'est nickel, merci. Bon. Merci beaucoup en tout cas pour cette piste de réflexion. Très intéressant d'avoir un autre regard du coup. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.